Le 26 septembre, la coalition Per l'Italia, menée par Giorgia Meloni, la dirigeante du parti Fratelli d'Italia, est arrivée en tête des élections législatives en Italie. Mais qu'est-ce que c'est exactement la République italienne? Le vieux continent vous propose aujourd'hui de revenir sur les 5 faits marquants de celle-ci. Alors, le premier fait marquant concernant la République italienne, c'est que contrairement aux autres pays d'Europe, elle est née beaucoup plus tard. En France, par exemple, la première République avait été proclamée dès 1792, mais en Italie, il faudra attendre le XXe siècle pour que la République apparaisse. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Alors, on va pas vous raconter toute l'histoire de l'Italie, sinon on y sera encore demain. On va revenir sur les étapes qui ont entraîné la naissance de cette république. Il faut savoir qu'au 19e siècle, si vous prenez une carte de l'Italie, le pays est divisé en plusieurs royaumes distincts les uns des autres, et c'est dans la deuxième partie du 19e siècle que l'Italie va chercher à s'unir. L'élément déclencheur arrive en 1859. Le comte de Cavour, qui était le chef du gouvernement du royaume de Sardaigne, propose à Napoléon III un échange, la Savoie et le comté de Nice pour la France, en échange d'une aide militaire pour faire partir les Autrichiens d'Italie. Napoléon III accepte et envoie l'armée française dans le Piémont pour lutter contre l'Autriche. Et dans le même temps, au sud du pays, une expédition menée par Garibaldi, qui était un grand général militaire de l'époque, mène une expédition qui s'appelle l'expédition des 1000. 1000 car d'après les historiens, il serait accompagné seulement de 1000 soldats. Et malgré ce chiffre, il parvient à reconquérir la Sicile puis Naples. Le mouvement d'unification gagne tout le pays et Victor Emmanuel II est alors proclamé roi d'Italie en 1861. Mais à ce moment-là, l'unité n'est pas encore totale. Il faudra attendre 1870 avec la prise de Rome, qui était encore aux mains du pape Pie IX, pour que le pays soit complètement unifié. Mais comme on vous l'a dit, l'Italie est alors gouvernée par un roi. C'est une monarchie, ce n'est pas encore une république. Les années passent et les gouvernements vont se succéder jusqu'en 1922 et la nomination par le roi Victor Emmanuel III de Benito Mussolini en tant que président du Conseil et son arrivée au pouvoir, c'est vraiment un point de bascule dans l'histoire de la politique italienne. Mussolini restera en effet plus de 20 ans à la tête du pays. Il fera adopter les lois fascistissimes en 1926 qui ordonnent la dissolution de tous les autres partis politiques. Il ordonnera également de nombreux attentats comme celui sur le député Matteotti en 1924. Le point de rupture a lieu en 1943 quand les Alliés débarquent en Sicile, ce qui change alors complètement la donne. Mussolini est obligé de fuir et sera ensuite exécuté par d'anciens résistants italiens en 1945, ce qui nous amène au deuxième fait marquant concernant l'histoire de la République italienne, sa naissance peu coutumière puisqu'elle est née d'un référendum. Alors il faut savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement revient à Alcide De Gasperi, qui était le fondateur du parti de la démocratie chrétienne en 1942. Et très vite, ce nouveau président du Conseil annonce un référendum sur les institutions. Les Italiens, dont le régime politique était jusque-là une monarchie, doivent se prononcer le 2 juin 1946 entre monarchie ou république. Si la république semble favorite, un événement au cours de la campagne politique change la donne. Victor Emmanuel III, qui était le roi qui avait nommé Benito Mussolini en tant que président du Conseil, décide d'abdiquer en faveur de son fils Umberto, qui prend le nom d'Umberto II. Cette abdication, c'était la volonté des monarchistes qui reprochaient à Victor Emmanuel III l'accession au pouvoir de Mussolini et la cohabitation ensuite avec les forces fascistes. L'écart entre monarchistes et républicains se resserre alors, ce qui fait monter la tension durant la fin de campagne électorale. Les résultats définitifs seront proclamés le 18 juin 1946. Environ 25 millions d'Italiens ont participé au scrutin, ce qui correspond à environ 89% de participation. Et c'est la République qui l'emporte avec plus de 54% des voix, contre près de 46% pour la monarchie. Si on regarde plus en détail ce vote, on s'aperçoit que l'Italie du Nord a voté bien plus massivement pour la République, tandis que l'Italie du Sud était elle davantage favorable à la monarchie. Vous l'avez compris, donc en 1946, la République est établie, ce qui nous amène à notre troisième fait marquant, la domination de la démocratie chrétienne durant les 40 années suivantes. La démocratie chrétienne va faire partie de tous les gouvernements italiens. On précise bien les gouvernements parce qu'à l'époque, il y avait une très forte instabilité politique. Les gouvernements duraient environ 9 mois, mais malgré cette forte instabilité, l'Italie de l'après-guerre va connaître un développement sans précédent. On parle même de miracle économique italien. Alors il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Certains observateurs avancent que c'est le plan Marshall, puis l'intégration successive dans la communauté européenne du charbon de l'acier, puis dans la communauté économique européenne qui aurait permis le développement économique de l'Italie. D'autres observateurs avancent aussi que l'exode des Italiens vers la Suisse, les États-Unis ou encore la France s'est considérablement ralenti. L'Italie va aussi créer de multiples petites entreprises industrielles qui vont favoriser l'essor économique du pays. Mais un événement va signer la fin de la démocratie chrétienne et avec elle, celle de nombreux partis politiques. Cet événement, c'est le quatrième fait marquant, c'est le scandale de Tangentopoli.
Alors ce mot ne vous évoque peut-être pas grand-chose. Concrètement, Tangentopoli, c'est une série d'enquêtes judiciaires réalisées au début des années 90 et qui vise des députés, des sénateurs, des ministres, voire même des ex-présidents du Conseil. Et ces enquêtes dévoilent au grand public un système de corruption et de financement illicite des partis politiques. Elles donnèrent lieu à une indignation de l'opinion publique italienne et transformèrent complètement le paysage politique italien, provoquant la disparition de partis politiques historiques italiens comme la démocratie chrétienne, le Parti socialiste italien ou encore le Parti libéral italien. Et certains observateurs décriront la recomposition qui s'en est suivie comme le passage d'une première à une deuxième république. Le cinquième fait marquant de l'histoire de la République italienne concerne les réformes. Alors il faut savoir que le système électoral actuel en Italie est très récent puisqu'il date d'une loi de 2017 appelée Rosatellum et qu'auparavant il s'agissait d'un scrutin majoritaire. Aujourd'hui, pour faire très simple, il s'agit d'un système mixte et il y a donc une partie du scrutin qui se déroule de manière proportionnelle, qui correspond à environ un peu plus de 60% des sièges, et une partie au scrutin majoritaire, c'est environ 38% des sièges, avec seulement un seul tour de scrutin. Mais ce n'est pas la seule réforme. 2 ans plus tard, le gouvernement de Giuseppe Conte met en œuvre une réforme constitutionnelle considérable qui vise à passer le nombre de parlementaires de 945 à 600, et c'est chose faite en 2019. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que des élections se sont tenues en Italie dimanche dernier. Vous pouvez d'ailleurs aller retrouver notre revue d'actualité européenne à ce sujet. Et Giorgia Meloni devrait devenir la première femme présidente du Conseil. Le vieux continent était d'ailleurs sur place. Le débat cette semaine, c'est le suivant. Giorgia Meloni fera-t-elle une bonne présidente du Conseil selon vous? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et nous donner votre avis. Surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas également de vous abonner et on se retrouve dimanche pour une nouvelle revue d'actualité européenne.